Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille Julio Rueda. C'est l'ex-directeur of Digital Value Management chez Somfy Group. Et aujourd'hui, il va nous partager sa vision sur un enjeu qui est clé. Comment est-ce qu'on réussit à quantifier la valeur d'un cas d'usage IA? Et c'est vraiment un questionnement que me partagent beaucoup de nos clients Chief Data Officer chez Datalogy. Alors, je suis hyper curieuse de t'écouter, Julio. Et puis, surtout qu'on puisse profiter de ton précieux retour d'expérience. Comment ça va, Julio? Ça va très bien, Florence. Merci pour l'invitation et ravi de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets passionnants. Ah mais tu m'étonnes. Et puis avec tout ce que tu vas nous partager, ça va être encore plus passionnant parce que je spoil un peu, mais voilà, j'ai j'ai quelques petites infos qui donnent envie d'en savoir plus. Je te propose pour commencer, peut-être que tu te présentes en quelques mots. D'accord, donc je démarre ma nouvelle activité de consultant indépendant pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale et leur faire bénéficier de mes 20 ans d'expérience, auparavant chez Sonfim et dans d'autres groupes également, et mes récentes études au MIT. Très bien, oui, c'est ça qui est intéressant. Tu as un mix entre une expérience très opérationnelle et puis une prise de hauteur que tu as prise dernièrement. Et d'ailleurs, tu vas nous partager quelques pépites que tu as pu y découvrir tout à l'heure. Dis-moi, valoriser un cas d'usage data, déjà, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par valoriser un cas d'usage data? Comment tu le verbalises? Donc, il faut revenir au basique. Donc, il faut prendre en compte tout ce qui coûte mettre en place des modèles data, des modèles d'IA, euh, tout ce qui également prend en considération le coût des tâches actuelles qu'on va remplacer Mhm. et aussi prendre en compte l'évolution de ces modèles, les coûts d'évolution de ces modèles, tout mettre dans une équation pour savoir si c'est plus rentable de garder les tâches actuelles ou de les remplacer par des nouveaux outils. De Un peu rester comme, en l'état? Ouais. un peu comme c'est qu'on on assiste aujourd'hui à des grands changements, comme dans les années où l'industrie s'est développée, où on remplaçait les hommes par les machines. On fait à peu près les mêmes calculs. Très bien. Et ben justement, tout à l'heure, tu parlais d'équation. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur cette équation. Mais avant ça, à quel moment et dans quel contexte, selon toi, une entreprise, elle doit passer par cette question de valoriser un cas d'usage? Oui, il faut que l'entreprise puisse se dire bon, bah, comment je valorise tout l'investissement que je fais dans l'IA, euh, quels sont les nouveaux cas d'usage qu'on peut mettre en place et aussi comment les mettre en échelle, en fait, tester une méthode pour pouvoir mettre en échelle des nouveaux cas d'usage. Ouais, pouvoir extrapoler, en fait, hein, c'est ça, à partir des coûts qu'on a pour extrapoler à ce que ça pourrait coûter sur d'autres cas d'usage. Exactement. Très bien. Quels profils doivent être impliqués dans cette réflexion sur la valorisation du cas d'usage? Avec ton retour d'expérience, est-ce qu'il y a des parties prenantes que des fois on risque d'oublier, mais qu'il faut absolument mettre autour de la table? Qui doit réfléchir ensemble quand on veut Donc calculer? Hmm. effectivement, souvent, peut-être les erreurs qui sont commises dans des cas d'usage d'IA, c'est qu'on va d'un côté mettre les personnes très IT, très techniques euh, à valoriser ces cas et un saut avec le steering committee très haut au COMEX. Donc, il faut ne pas oublier les personnes du business. Les personnes associées au process, parce Mhm. qu'on assiste à un changement sur les fonctionnements des process et, euh, et les financiers. Les financiers sont partie clé de l'évaluation du cas d'usage. Est-ce qu'il est rentable? En combien de temps il va se payer? euh, Toutes ces choses-là, en fait, parfois, on, On oublie un on des. oublie de l'intégrer. Ouais, effectivement. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois le côté financier autour de la table. Moi, j'ai pas encore trop entendu, même dans ces réflexions sur est-ce qu'on y va ou on n'y va pas sur tel cas d'usage, avoir vu des financiers autour de la table. Donc ça, je pense que c'est une piste qui est en fait pleine de bon sens, hein, mais que peut-être on oublie un petit peu. Euh,
On parlait tout à l'heure d'une Et équation. aussi, Ouais, oui, pardon. je profite. Aussi, il faut les bonnes personnes, c'est-à-dire que les personnes doivent être formées à ces nouveaux cas d'usage. Donc, des financiers qui soient formés ou des auditeurs, on peut aussi inviter des auditeurs et qui soient formés à l'IA, à comment les modèles fonctionnent, quels sont les risques et toutes Ouais. ces choses-là. En fait, Faut qu'ils soient capables de euh, poser les bonnes questions, en fait. exactement, exactement. Ouais, oui, c'est vrai, tu as raison. En fait, il suffit pas des profils, mais il faut que les profils soient, Acculturé. soient acculturés à la data et à l'IA de manière Donc, générale. donc, autour de la table, financier, équipe business, data scientist, évidemment, pour la faisabilité technique. Et voilà, on a un bon trio de base pour réfléchir ensemble et réussir alors, à utiliser cette fameuse équation dont tu parlais tout à l'heure. Justement, c'est quoi pour toi la méthodologie la plus efficace pour mesurer la valeur d'un cas d'usage? Donc, on part de la valorisation actuelle des tâches. On va souvent euh, automatiser ou, des tâches et il faut qu'on sache combien elles coûtent actuellement ces tâches. Donc ça, pour ça, on utilise des méthodes de type ABC costing. Et ensuite, on compare ce coût actuel, on le compare avec le coût de la mise en place. Donc, ça peut être des mises en place simples lorsqu'on prend des modèles sous étagère ou des coûts un peu plus complexes lorsqu'il faut adapter des modèles. Mm. Et il faut tenir aussi en compte l'acquisition de la data. Ouais, c'est vrai. Parce que parfois elle n'est pas simple. Ensuite, il faut prendre en compte l'actualisation de ces modèles, l'opérationnalité des modèles. Parce que L'update souvent, régulier, c'est ça, le fait c'est les coûts opérationnels? les coûts opérationnels associés à l'update et à l'actualisation du modèle, mais aussi le coût opérationnel associé à des traitements des faux négatifs, des faux positifs. Donc, il faut que souvent, on mette en place des personnes pour interagir avec les résultats Ouais, de ces modèles. Donc, faut pas l'oublier. voilà, donc tout ça, en fait, il faut l'intégrer dans toute cette équation. Et après, tu compares les deux. Ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est très complet et comme tu disais, il n'y a pas juste les coûts de développement, il y a pas que le run, il y a aussi voilà, les updates et souvent dans les systèmes de calcul habituels, c'est un peu oublié cette partie-là. Exactement. Souvent, ce qu'on voit souvent, c'est les consultants qui extrapolent souvent la partie de vente ou la partie de gain et La partie coût est moins, voilà, ils est moins complète. sous-estiment parfois la partie coût et derrière, voilà, ça peut donner des mauvaises surprises. Mm, 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 mm. Est-ce que tu as un exemple concret qu'on pourrait avoir justement de comparaison entre la situation existante et la situation sur laquelle on se projette, par exemple sur un cas d'attrition client, je crois que tu avais un exemple. Oui, donc dans un cas classique d'attrition client, on va souvent montrer des chiffres d'extrapolation sur des ventes, euh, alors que euh, une autre manière de faire, c'est de dire, bon, ben, quel est le coût À ne pas le de faire. le coût de nos commerciaux pour ne pas perdre ses clients, qu'est-ce qu'on déclenche lorsqu'on est en point de perdre un client, et toute la force commerciale, et derrière, l'associer avec tous ces coûts de mise en place de l'IA, de mise en place d'un cas data, de maintenance de ce cas, et Ouais. tout le long de la vie Du de ce, modèle. du modèle, effectivement, et la mise en place opérationnelle de ce modèle. Parce qu'on change les process, on change les manières de travailler de toutes ces équipes commerciaux. Il faut Et vraiment donc, voir tous les impacts que ça a tout le long de la chaîne, en fait, c'est ça, hein? exactement. Et donc, souvent, on va donner une nouvelle machine
à des équipes commerciaux, donc il faut qu'ils s'en servent, il faut qu'ils sachent l'utiliser. L'erreur, c'est d'être assisté tout le temps par des data factories, par des data ingénieurs, qui c'est pas leur métier, Ouais. et donc on crée une bureaucratie inversée. Donc, Oui, l'objectif, c'est l'autonomie. exactement, l'objectif, c'est de donner l'autonomie et on va augmenter les capacités des commerciaux. Et donc, c'est euh, donner l'autonomie aux équipes en leur donnant la main sur les nouveaux outils. C'est Et intéressant ce que tu dis avec cette histoire de bureaucratie en fait qu'on rajoute. Si oui, on laisse les métiers sous perfusion, en fait, quelque part, c'est comme si on rajoutait une. C'est marrant, je ne l'ai jamais entendu verbaliser comme ça, c'est hyper intéressant. oui, oui, Je me effectivement, permets, hein, je note voilà, des éléments de langage aussi que je trouve intéressants, mais tu as raison. En fait, ça ralentit, ça oui, il faut ralentit pas, la mécanique au lieu de les booster, en fait. exactement, il ne faut pas qu'on tombe dans l'assistanat des équipes Mm. commerciaux, en fait, par des équipes techniques derrière. Donc, Ouais. il faut qu'ils soient en maîtrise. Et pour ça, il faut les former. Ils vont devoir manipuler des modèles, comprendre les modèles. Et donc, Eux aussi, il faut les acculturer. exactement. D'accord, très bien. Dis-moi, selon toi, c'est quoi le meilleur point d'entrée pour décider ou pas d'expérimenter un cas d'usage data? Je crois que tu as une approche classique et une approche pragmatique. Oui, donc Tu m'as raconté. souvent les points d'entrée, c'est l'approche classique, c'est les consultants qui arrivent avec des savoir-faire et qui disent nous on sait faire ça, euh, on vous promet ça, on vous promet tel gain. Et donc ça c'est une approche plutôt classique. Euh, où vos compétiteurs font ça et donc vous il faut que vous fassiez vite. Et l'approche pragmatique, c'est de dire non, euh, je regarde la maturité de ma data, je regarde là où j'ai de l'historique, là où je la donnée structurée, là où la gouvernance de la data elle est plutôt propre. Et en fonction de ces jeux de données mûrs, je définis quels peuvent être les cas d'usage adaptés à cette maturité de la data. Et alors, C'est comment tu fais? Ouais, non, c'est hyper intéressant de voir ça sous cet angle-là, mais comment tu fais? Parce que souvent, les codir ou les comex, eux, ce qui leur fait, ce qui leur donne de ouais. la paillette dans les yeux, ça va être le côté business. C'est un peu l'approche classique. Ils aiment bien quand il y a un consultant qui va leur dire chiffre d'affaires derrière, les compétiteurs, faut les rattraper, etc. Alors, Oui, comment oui, tu joues avec effectivement, ça? il faut chercher un équilibre entre ce qu'on appelle, donc dans les études, on appelle les entreprises fashionistas, donc ils sont très attirés par les outils et les nouvelles technologies, pensant que les outils et les nouvelles technologies vont résoudre finalement leurs Oui, problématiques de c'est des fond. fins en soi. Mm. Voilà. Et donc, ça, c'est d'un côté, en fait, les fashionistes, et de l'autre côté, les conservateurs, c'est qui ont du mal à bouger euh, parce qu'ils préfèrent que ça soit tout, les processus soient bien définis, que tout soit propre avant de se lancer. Donc, il y a un juste équilibre entre les Mm, deux mm. pour être ce qu'on appelle les digital masters. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est des éléments de langage que tu t'es approprié pendant la formation que tu viens de faire, hein, c'est ça que tu me racontais? Oui, oui, il y a un livre, il y a un professeur qui s'appelle George Westerman, dont il a publié pas mal de bouquins et des publications en C'est ton MIT. maître Yoda? C'est un des maîtres Yoda, effectivement, pour devenir un digital master, effectivement. Ça marche. Allez, j'ai encore trois questions pour toi. La prochaine, comment est-ce que cette réflexion qu'on a donc sur cette valorisation des cas d'usage, elle s'intègre dans une stratégie data plus large? En gros, c'est quoi les liens avec la transfo digitale un peu plus globale de l'entreprise? Oui, donc souvent, on va être confronté à des contradictions autour du développement digital et de la tech et du développement business.
Et donc, on parle justement d'une stratégie duale, une stratégie qui met en lien cette stratégie business, qu'il faut la garder, mais qui la rend plus cohérente avec une trajectoire digitale, une trajectoire data. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment une question d'équilibre. Hein. C'est vraiment cette approche d'équilibre qu'il faut réussir à trouver. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Non, effectivement, c'est un équilibre entre les deux. Et derrière, effectivement, c'est faire partir par un assessment des acteurs d'une entreprise pour savoir où se situe cette entreprise par rapport à est-ce qu'elle est trop conservatrice ou est-ce qu'elle est plutôt fashioniste, et donc comment driver en fait les enjeux et les projets. Et d'ailleurs, on va associer donc à cette petite interview justement un livre qui pose les bases d'un questionnaire d'auto-évaluation, c'est ça, pour réussir justement à faire un petit peu cet assessment dont tu parlais? Exactement, dans un des livres fondateurs de George Westerman, donc il a un questionnaire sur comment adresser cette partie-là. Très bien. Pour terminer, ce serait quoi tes petits conseils, avec un petit peu de recul, vu que tu es passé par toutes ces aventures, ceux qui veulent expérimenter cette approche, tu leur dirais quoi? Donc, évaluer la maturité data, tu disais. Est-ce que tu as d'autres petits conseils? Oui, c'est partir des bases, donc évaluer la maturité de la data, évaluer la maturité de l'entreprise par rapport à la transformation digitale. C'est poser les bonnes questions, en fait. Qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'on cherche à automatiser, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer avec l'intelligence artificielle, quels pourraient être les modèles, est-ce que ce sont des modèles complexes, est-ce que ce sont des modèles simples, également, est-ce qu'on est sur quel niveau de précision on demande au modèle. Est-ce que c'est une précision forte et dans laquelle, voilà, si on se trompe, les conséquences peuvent être graves, ou des modèles dans lesquels c'est pas grave si le modèle prédictif n'est pas ultra très, over méga précis. Ouais. Exactement, n'est pas très précis. Donc voilà, toutes ces questions-là sont au cœur de la définition de la stratégie, de la définition des cas et de la définition d'un ROI. Très bien. Eh ben, écoute, super, super clair. Et si on a envie de continuer à échanger avec toi, de continuer à se poser toutes les questions nécessaires, où est-ce qu'on peut te joindre? Avec plaisir pour répondre à vos questions. Et donc, on peut me rejoindre facilement par LinkedIn. Donc, Vive LinkedIn. Mon profil LinkedIn. Donc, ravi de pouvoir échanger avec des passionnés de la data, des passionnés de la transformation. On assiste à une belle époque qui est la transformation digitale. Ouais, et je suis complètement d'accord avec toi. C'est aussi ce qui est super intéressant dans ton retour d'expérience, c'est qu'on se rend compte que ben voilà, un cas d'usage d'IA, c'est pas seulement un exercice financier, il y a une histoire de collaboration entre les métiers, la data, la finance. Et voilà, et que pour que toutes ces initiatives, elles restent pas bloquées juste dans des jolis slides, eh ben, il faut embarquer, il faut structurer le dialogue, donner de la visibilité au projet. Et voilà, je dis visibilité au projet parce que eh ben ouais, c'est là que une datalogie peut potentiellement intervenir. Nous, on n'est pas sur la partie strat, hein. Nous, c'est vraiment la partie communication, donner de la visibilité au projet data, réussir à avoir une culture data qui soit vivante, qui embarque les collaborateurs. Et qui est clé. Hein. Pardon? Qui est clé. Ah, on est d'accord, hein. Ouais. En tout cas, c'est un des morceaux du puzzle qui est important. Et je pense même qu'on peut dire que le ROI d'un projet data, un projet IA, il passe aussi par sa capacité à embarquer et à fédérer, non? Tu es d'accord? Oui, embarquer, à fédérer, à former. Il C'est faut vrai. intégrer la formation ça passe, en fait, elle peut être associée, hein, la formation avec l'acculturation, embarquer les équipes. Donc, Claire. on peut faire un groupé et ça, il faut le mettre dans l'équation. Je trouve ça intéressant. Moi, je garderai en tête aussi notre échange, le fait de former les équipes financières
ouais, cette nouvelle expertise de savoir modéliser et comprendre comment fonctionne, quels sont les coûts associés à un modèle d'IA. Je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup, Julio. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à très bientôt. En tout cas, on a la mer tous les deux derrière, donc on peut se retrouver sur la plage peut-être. Avec plaisir, Florence, merci de l'entretien. À bientôt. À bientôt.